je vais pouvoir conclure, reprendre la main. Donc sur ce thème de l'appropriation, je me présente Christophe Avrouche, professeur à Toulouse Business School. Je présente en fait une communication avec Johan Kerwa, qui était avec Johan Kerwa, qui est maître de conférence à l'Institut national universitaire de Champollion. Alors, c'est toujours difficile de conclure et je dois faire une sorte de synthèse en même temps. C'est à la fois difficile et c'est challengeant parce qu'on va retrouver énormément de choses. Je vais, moi, avoir une approche plus académique, plus conceptuelle, mais on va retrouver énormément de choses qui ont été dites à travers nos intervenants et ce qui montre le lien entre la pratique et la théorie. Donc, je passerai assez vite sur certains points et ce qui me permettra aussi de poser des questions à nos intervenants, sachant qu'on en a indirectement eu par YouTube, donc on fera un mélange des deux. Alors, le thème de cet atelier, c'est l'appropriation. Le contexte, vous le connaissez, on l'a évoqué, l'idée de dire que finalement, aujourd'hui, l'innovation est inscrite à l'agenda de tous les politiques, de tous les responsables administratifs, et parce qu'un environnement de plus contraint, complexe, cet engouement, d'ailleurs, on pourrait le questionner, l'engouement pour l'innovation, avec peut-être tous les risques, parce que l'innovation, c'est du changement continuel. L'injonction à l'innovation, elle peut parfois aussi générer de l'instabilité, du mal-être. Donc, bon, ça, c'était un problème, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans cette phase un peu enthousiasmante de l'innovation. Les attentes suscitées par rapport à cette innovation, à laquelle on lui prête une amélioration de l'efficacité, de l'efficience, de la qualité des services publics, sont en contradiction un peu avec les résultats obtenus. On l'a déjà évoqué dans l'introduction, on dit mais finalement, il y a parfois un décalage entre tout ce qui est mis en œuvre et les résultats qui sont atteints. Et les types de résultats, on verra, c'est peut-être la notion d'évaluation qui est aussi à remettre en cause. Alors, pour faire face à cette contradiction, un certain nombre de recherches ont été mises en place, et notamment au sein de la chaire Optima, sur les facteurs qui favorisent l'adoption. Qu'est-ce qui favorise? Le problème, c'est qu'on s'est focalisé sur l'innovation en général et très peu sur l'innovation managériale, qui est spécifique. Et celle qui est encore plus spécifique, c'est l'innovation managériale publique. Donc, il y a très peu d'études qui ont porté sur cet élément-là. D'autre part, on a énormément étudié la phase initiale du processus d'innovation, l'adoption, et peu ce qui, par la suite, conduit à la mise en œuvre et à l'institutionnalisation. Donc, en fait, on a un éclairage très limité sur les phénomènes d'appropriation des innovations managériales et notamment des innovations managériales publiques. Alors, le problème, c'est que la difficulté de ces innovations à dépasser le stade initial provoque souvent du découragement, du scepticisme de la part des acteurs publics. Ces démarches d'innovation, on le verra à travers les labs, à travers tout ce qui est design thinking, parfois c'est perçu finalement comme un phénomène de mode, comme un phénomène de mimétisme qui a peu finalement de durée, et ce qui fait que la phase de diffusion et d'institutionnalisation est fondamentale, déterminante. Pourquoi? Parce qu'elle va conditionner l'acceptation, la diffusion et l'appropriation. Donc, cette phase, juste pour le souligner dans le processus, si on résume le processus d'innovation, généralement on le résume à 4 phases. La motivation, c'est-à-dire en fait la sensibilisation, il y a l'invention et l'adoption, la démarche, et c'est cette phase que l'on a beaucoup étudiée en recherche à travers le rôle du leader, du contexte économique, politique. Et puis il y a 2 autres phases qui sont fondamentales, c'est l'implémentation de l'innovation et puis sa diffusion et ce qu'on appelle l'institutionnalisation, c'est-à-dire le fait que l'innovation va être déployée, banalisée, diffusée et va devenir une routine. Donc, elle ne sera plus une innovation, elle va devenir une routine organisationnelle. Durant ces 2 phases se met en place en fait un processus qu'on appelle l'appropriation. Et ce processus d'appropriation va conditionner, il est fondamental pendant ces 2 phases, il va conditionner l'utilisation et la diffusion effective des innovations. L'utilisation en nature et en degré des innovations. Transparent suivant. Donc, pourquoi jusqu'à présent on a très peu étudié ces phases? Pourquoi cette notion d'échec? Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, et toujours prévaut en fait une approche un peu descendante, rationnelle et prescriptive de l'innovation. L'innovation est un processus qui est souvent fermé, descendant, cloisonné, qui cloisonne en fait et qui distingue concepteur, implémentaire et utilisateur. Donc ce ne sont pas les mêmes acteurs, ce ne sont pas les mêmes phases. L'innovation est souvent le produit de structures spéciales, de spécialistes et de structures spécialisées. Elle est localisée dans l'organisation. Les acteurs et les agents publics implémentent mécaniquement des innovations qui leur sont prescrites, imposées. Cette innovation est souvent porteuse de valeurs, d'objectifs qui sont, ça c'est la vision, qui sont perçus objectivement par tous, acceptés par tous. Donc on comprend initialement l'intérêt, les progrès, l'amélioration portés par l'innovation. Et en fait, on se focalise très souvent dans le processus classique sur les dimensions technico-économiques de l'innovation, et notamment techniques. Le problème, c'est que cette approche, elle rentre en contradiction avec
ce qu'on appelle en fait l'approche comportementale et cognitive de l'organisation, et notamment ces théories-là, qui montrent que en fait, les organisations, publiques comme privées, ce sont en fait des composites d'acteurs, de coalitions qui poursuivent des intérêts, des objectifs qui peuvent être divergents, contradictoires. On s'aperçoit que chaque individu a des filtres cognitifs, des valeurs, des représentations qui font que cet individu va percevoir différemment un même phénomène par rapport à un autre individu. L'innovation ne se déploie pas dans un contexte organisationnel neutre, c'est un contexte qui est façonné par les stratégies locales, les jeux de pouvoir, les visions et les rationalités différentes. Et on s'aperçoit de plus en plus aujourd'hui, dans le privé comme dans le public, que dans la dimension innovation, il y a les dimensions sociopolitiques qui sont tout aussi importantes que les dimensions technico-économiques. Transparent suivant. Donc en fait, ce processus d'appropriation qui va relativement jouer pendant ces deux phases d'implémentation et d'institutionnalisation, on l'a dit, c'est un processus en fait interprétatif de construction de sens qui permet aux acteurs de questionner, d'élaborer une action collective selon Green. C'est en fait, ça traduit quoi? C'est la manière dont sont réellement perçues et utilisées les innovations. Ça veut dire que l'appropriation, en fait, c'est un processus à travers lequel un individu, un groupe d'individus va attribuer des représentations, des usages, des valeurs à un phénomène, ici l'innovation. Et parfois, ces usages, ces finalités qui sont attribuées, s'écartent des objectifs et des plans initiaux des concepteurs. En fait, l'idée derrière, c'est que organisation, acteurs et innovation, processus d'innovation, interagissent et s'influencent mutuellement, continuellement. Et c'est relativement important, pourquoi? Parce que le processus d'appropriation peut déboucher sur plusieurs comportements organisationnels. Soit l'application en l'état de l'innovation, dans sa manière d'innover, mais aussi dans les finalités, soit de l'adaptation, soit dans la manière dont on innove, soit dans les finalités, soit du déplacement ou du détournement. Détournement, ça veut dire des déviances, positives ou négatives. On va détourner certains usages. Pourquoi? Parce que certains éléments n'avaient pas été pris en compte, donc on va adapter l'innovation. On peut les détourner selon un objectif propre, et donc c'est un détournement d'usage qui se fait au détriment de l'intérêt collectif ou de l'intérêt organisationnel. Et voir cette appropriation, elle peut conduire au rejet de l'innovation et donc à la non-institutionnalisation de l'innovation. Donc l'appropriation va être un élément fondamental et le management de l'appropriation, qui est le slide suivant, transparent suivant, le management de l'appropriation va être aussi déterminant. Et on l'a abordé à travers les différents intervenants. Le cas de M. Leblanc qui parlait en fait des principes de management. On revoit un certain nombre de principes dans l'accompagnement, dans le leadership. Ça relève du management de l'appropriation. Les outils qu'il y a derrière, les labs, sont des outils ou des composants du management de l'appropriation. Le management de l'appropriation, en fait, c'est accompagner les acteurs dans l'expérimentation, l'apprentissage et la perception des innovations qui sont engagées. Ça consiste en quoi? À identifier, à comprendre les différentes situations d'usage. Il peut y en avoir plusieurs, différentes de celles qui avaient été envisagées par les concepteurs. C'est aussi promouvoir une innovation qui est beaucoup plus ouverte, collaborative, interactive, entre usagers, partenaires et acteurs publics, avec une logique qu'on a déjà évoquée, la logique de co-construction. Pourquoi? Parce que de plus en plus, il y a un droit de regard, un droit d'ignition d'un certain nombre d'acteurs qui veulent être introduits dans ce processus d'innovation, parce qu'aussi, ça permet de mobiliser une intelligence qui est dispersée, qui est collective, donc c'est fondamental. Ça permet aussi, le management de l'appropriation, de placer les utilisateurs au cœur de la démarche d'innovation, avec des phases qui sont liées, conception, prototypage et test. En fait, tout ça ne peut plus être détaché, mais c'est interactif. On conçoit, on teste, on réajuste, et ça avec une multitude d'acteurs. Et en fait, on accompagne des phénomènes d'expérimentation, d'apprentissage, d'essais-erreurs, de perception et donc de construction de sens. L'idée étant de permettre des adaptations et des ajustements progressifs qui limitent les risques de rejet. Pour conclure, les modalités de ce management d'appropriation que chacun des intervenants a évoqué, l'importance d'un leadership technique et administratif de type catalytique, on s'aperçoit que le leader, aujourd'hui, il n'est pas là pour planifier, mais pour gérer des interactions et des apprentissages. On revient sur la notion d'écosystème. Créer, manager un écosystème innovant. Réduire les résistances et rechercher des acteurs relais qui vont soutenir cette innovation. Et derrière, ce sont toutes les actions de sensibilisation, de formation et d'information en interne. L'importance des modes de management, utiliser des méthodes agiles, créatives, qui favorisent justement l'interaction, qui fassent l'inclusion d'un certain nombre d'acteurs. L'idée aussi, c'est d'avoir une évolution très flexible. Elle n'est pas descendante. Ce sont des itérations avec le terrain qui gomment en fait l'opposition à conception-usage. C'est mêlé. Et puis l'idée, c'est de favoriser un style de management qui favorise l'intrapreneuriat et la culture d'innovation. On l'a évoqué, ce concept de culture d'innovation. Dernier point sur lequel on a beaucoup travaillé, ce sont les tiers-lieux.
ces tiers-lieux créatifs, inclusifs et décalés que sont les Fab Labs, les Creative Labs, les Living Labs, relativement importants, et aussi les événementiels liés à l'innovation qui permettent de sortir les acteurs publics de leur gestion quotidienne, aussi du carcan ou de certains facteurs de blocage, et qui les mettent dans des situations qui, en dehors de la hiérarchie, leur permettent d'exprimer leur créativité et leur innovation.